voudrais partager avec vous, mais on peut dire première impression, pas définitive certainement, parce que le travail il est loin d'être accompli, il est plutôt commencé. Et puis, je voudrais profiter de cette occasion pour dire un grand merci à des personnes, des membres du cercle qui m'ont aidé à rassembler les éléments. Et donc, comme ça, j'ai eu accès direct à toutes les bases de données qui existent sur l'Empire ottoman et qui étaient préparées par les membres du cercle de généalogie juive. Donc, je voudrais bien remercier ces personnes qui ont partagé leurs résultats avec moi et qui ont contribué à rassembler ces données. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? D'abord, je vais juste rappeler quelques informations d'ordre général, parce que, bien sûr, ces informations sont parfaitement connues pour tous ceux qui s'intéressent particulièrement à l'histoire des Juifs de l'Empire ottoman, mais comme j'imagine ici, parmi les 47 participants, il y a certainement des personnes qui n'ont pas étudié en détail ces éléments-là. Je pensais que ça serait utile de rappeler quelques éléments de base par rapport à l'histoire de l'Empire ottoman et l'histoire des Juifs de l'Empire ottoman. Ensuite, je vais parler de la présence séfarade en Empire ottoman. Et puis, il y aura quelques éléments pour illustrer la présence des Juifs dont les ancêtres n'ont jamais vécu, ou certains ancêtres n'ont jamais vécu en Espagne au Moyen-Âge ou au Portugal au Moyen-Âge. Donc, quand je parle de séfarade, d'une manière générale, j'utilise ce mot dans le sens étroit, c'est-à-dire que pour moi, un séfarade, c'est celui dont des ancêtres ont vécu au Moyen-Âge sur la péninsule ibérique, et pas dans le sens plus large qui parle du rite religieux pratiqué. Donc, tout d'abord, quelques dates clés par rapport à l'Empire ottoman. Première date, prise de Constantinople par les Turcs ottomans et la fin de l'Empire byzantin, 1453. Ensuite, c'était une période de propagation de l'Empire ottoman vers l'Europe, et de nombreuses parties d'Europe du Sud ont été pris par les Turcs ottomans, et jusqu'à 1529, siège de Vienne, siège qui n'était pas réussi, et donc les Ottomans n'ont pas pu prendre la capitale de l'Empire Habsbourg. Donc ça, c'est l'époque de l'expansion la plus grande dans l'histoire de l'Empire ottoman, quand ils sont arrivés jusqu'à Vienne. Ensuite, pendant le 18e et 19e siècle et début du 20e siècle, c'est la période du déclin qui était plutôt progressif de l'Empire, avec la diminution de la taille progressivement. Oui, excusez-moi, Et même avant la prise de Constantinople, en 1389, c'est la bataille de Kosovo. Ça veut dire que même avant que les Turcs ont pris Constantinople, ils ont bien pénétré déjà dans la partie européenne. Avant que Constantinople devienne la capitale de l'Empire, c'était à Andrianople. Et en 1389, il était déjà à Kosovo. Donc, pour cette période-là, le territoire qui correspond aujourd'hui à la Bulgarie et à Macédoine du Nord, et donc une partie de la Serbie, était déjà pris par les Turcs ottomans. Et le tout début de l'Empire, c'était en 1299. L'Empire était fondé par Osman Ier, donc c'est de ça que vient le nom Empire ottoman.
et il était fondé, à l'époque, il était fondé dans une région bien réduite qui se trouve actuellement en Turquie. Et la fin de l'Empire, c'est 1923, la proclamation de la République turque. Donc, c'est l'Empire ottoman existait entre 1299 et 1923. Sur cette carte, vous voyez les conquêtes des Turcs ottomans avec les couleurs différentes qui montrent comment le territoire qui était pris par les Ottomans s'augmentait progressivement. Donc là, le berceau de l'Empire, il est là. Ensuite, c'est la partie qui se trouve en Turquie et donc la capitale devient Bursa, donc en français Brousse. Ensuite, les Turcs ottomans passent sur la partie européenne et donc la capitale devient Adrianople. Progressivement, une bonne partie de la Grèce est prise par l'Empire ottoman et une bonne partie de ce qui correspond aujourd'hui à la Turquie, avec la progression plus loin sur la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, qui était prise et puis était ottomane pendant un siècle et demi. Et puis en même temps, progression sur l'Afrique du Nord avec l'Égypte, Libye, Tunisie et Algérie. Donc ça, sur cette carte, vous voyez les frontières de l'Empire au moment de son apogée. Et ensuite, ça commence à reculer. Donc, progressivement, encore une fois, ici, les couleurs indiquent comment l'Empire se diminue, comment les frontières bougent, et donc progressivement, pour arriver avant la Première Guerre mondiale, au territoire qui correspond globalement à la Turquie d'aujourd'hui, plus quelques régions au Proche-Orient. Par rapport à la terminologie géographique qu'on utilise souvent et qu'on retrouve régulièrement dans les ouvrages historiographiques par rapport à l'Empire ottoman, les deux termes sont très couramment utilisés. Anatolie, c'est le terme qui est valable jusqu'à maintenant, c'est la Turquie, principalement la Turquie dans sa partie asiatique, et la Roumélie. Alors le terme Roumélie, il correspond à quelque chose dont les frontières changeaient au cours des siècles. Donc, globalement, le plus souvent, dans l'historiographie, quand on parle de Roumélie, c'est la partie de l'Empire ottoman dans la partie européenne. Donc, en fait, c'est surtout la Roumélie qui diminuait au fur et à mesure des siècles, des décennies, pour, juste avant la Première Guerre mondiale, ne couvrir que le nord de la Grèce et aussi la Macédoine du Nord, plus le sud de Bulgarie, une petite région en Bulgarie. Donc ça, c'est les éléments majeurs par rapport à l'histoire de l'Empire ottoman. Maintenant, donc, on va revenir on va plus focaliser sur notre sujet, donc les Juifs de l'Empire ottoman. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur les Juifs de l'Empire ottoman? Quelles sont les dates clés pour les Juifs de l'Empire ottoman? Donc, avant la prise de Constantinople, globalement sur ce territoire qui faisait déjà partie de l'Empire ottoman, les Juifs qui habitaient, et donc qui habitaient principalement dans les régions qui aujourd'hui correspondent à la Turquie, à la Grèce et en partie à la Bulgarie, c'est ce qu'on appelle les Juifs romagnotes. Donc ces Juifs étaient grécophones, donc ils étaient des descendants des Juifs de l'Empire byzantin,
et même ceux qui habitaient à Constantinople, ce n'est pas des descendants des Juifs byzantins, mais c'est tout simplement des Juifs de l'Empire byzantin, avant la prise de Constantinople par les Turcs. Donc, cette région-là était peuplée par les Juifs de la tradition aussi bien religieuse que culturelle qu'on appelle les Romagnotes. Pourquoi ce terme? Ça vient de l'Empire romain. Donc, comme les Juifs, l'Empire byzantin faisait partie, en fait, c'est le seul parti de l'Empire romain qui restait, donc ça vient, la désignation vient de ça. Mais du point de vue de langue, c'était bien des Juifs grécophones, hellénophones, si j'utilise le terme correct. Mais pendant la même période, il y avait aussi des Juifs qui habitaient dans les territoires qui aujourd'hui correspondent à la Syrie et l'Irak. Donc, généralement, dans les études historiographiques, on les appelle les Mizrahim, donc les Juifs orientaux. Il était bien différent des Juifs romagnotes, non seulement par rapport à leur rite religieux, mais aussi par rapport à la langue quotidienne. Donc, c'était des Juifs arabophones. Et puis, dans le nord de ce territoire, et donc plus particulièrement en Hongrie, qui était, comme je vous ai dit, pendant 150 ans, donc de début du XVIe siècle jusqu'à presque la fin du XVIIe siècle, elle faisait partie de l'Empire ottoman. C'est des Juifs ashkénazes qui habitaient. Et puis, il y avait des communautés ashkénazes aussi à Sofia, à Salonique. Donc, il était plutôt éparpillé. Mais la plupart des Ashkénazes, bien sûr, il était concentré sur la partie occidentale de l'Empire, surtout en Hongrie. Donc ça, c'est les trois groupes des Juifs qui étaient présents avant 1453. Donc c'est ça la géographie et les trois groupes culturels juifs avant la prise de Constantinople. Donc, pourquoi cette date prise de Constantinople elle est importante pour l'histoire juive? C'est que immédiatement après la prise de Constantinople par les Turcs, 2 ans, surtout vers 1455, donc 2 ans après, il a eu des déplacements massifs de populations juives vers Constantinople. Pourquoi? Donc ça, c'était vraiment des décisions du gouvernement ottoman. Constantinople était dépeuplé. Il était dépeuplé avec le départ des nombreux chrétiens à la suite de la prise de Constantinople. Et donc, pour repeupler leur nouvelle capitale, il a eu des déplacements. Donc, il n'y a pas de preuve exacte que c'était vraiment des déportations, mais tout ressemble à ça. Qu'il y a eu, en tout cas, pendant la décennie qui suit la prise de Constantinople, la majorité des Juifs romagnotes qui habitaient dans le nord de la Grèce d'aujourd'hui, donc la partie qu'on appelle Macédoine, donc que ce soit Macédoine du Nord ou Macédoine grecque, sud de Bulgarie, ainsi que les Juifs qui habitaient en Anatolie, la plupart, on les retrouve à Constantinople. Et toutes les sources qui existent laisse penser que ce n'était pas une arrivée volontaire, que ça ressemble beaucoup plus à une déportation pour repeupler la nouvelle capitale turque. Donc c'est pour ça que pour les Juifs, cette date prise de Constantinople est extrêmement importante parce qu'il y a eu des changements globaux de population. La concentration des Romagnotes venant d'ici, de l'Europe de sud-est et aussi d'Anatolie vers Constantinople. Donc, un changement majeur
dans la démographie juive de cette région. Qu'est-ce qu'on sait bien sûr, à cette époque-là, les Juifs romagnotes, la grande majorité, n'avaient pas de nom. Donc, il y avait des prénoms, mais ils n'avaient pas de nom, sauf quelques dirigeants. Et donc, pour ces dirigeants, est-ce qu'on peut parler des noms ou est-ce qu'on peut parler plutôt des surnoms d'après leur lieu d'origine? Ils ne sont connus pratiquement que pour les grands rabbins, Chacham Bashi, de cette époque-là. Donc là, vous voyez les premiers grands rabbins ottomans, Eli Kapsali, son fils Moïse Kapsali, Eliaou Mizrahi. Ça, ce sont des grands rabbins, tous issus de la communauté romagnote. Mizrahi, le nom est bien en parlant, donc c'est un juif oriental. Kapsali, c'est si on regarde la carte de Grèce et on regarde le sud de la Grèce, donc même au-dessous de Péloponnèse, on voit une petite île de Cythère. Et là, au sud de cette île, on voit bien la ville de Kapsali. Mais la famille qui a donné les deux premiers grands rabbins de l'Empire ottoman n'est pas venue à Constantinople de cette île. Elle est venue de Crète. Mais ça veut dire qu'ils ont reçu ce surnom, la famille a reçu ce surnom en arrivant de cette île, de cette ville vers Crète. Et quand ils sont arrivés de Crète vers Constantinople, là, ils ont gardé ce nom et c'est devenu leur nom de famille. Donc maintenant, deuxième étape, extrêmement importante, bien sûr, pour l'histoire des Juifs de l'Empire ottoman, c'est l'arrivée des Séfarades. Donc là, j'ai juste copié d'Internet une carte qui me paraissait être plutôt... qui a quelques éléments qui permettent d'illustrer comment on présente généralement dans les manuels ou dans des livres de vulgarisation la grande expulsion de la fin des années 1490 d'Espagne. Donc 1492 pour Castille et Aragon et 1497 pour Portugal. Donc là, vous voyez avec en flèches qui sont en rouge, c'est comme ça que certains historiens voient les déplacements de population, donc les Juifs exilés d'Espagne. Donc, ils sont allés dans ces régions-là. Alors, lorsque j'ai fait mes présentations pendant des années précédentes, j'ai déjà parlé donc il est sûr et certain que pour le Maroc, le flux était extrêmement important parce que plus d'un tiers des noms de Juifs marocains sont des noms venus d'Espagne. Cette flèche-là qui va vers Algérie, à côté d'Alger, j'ai des forts doutes par rapport à ça. C'est sûr qu'il y avait un arrivée vers Oran, là il n'y a pas de doute, mais vers Alger, et encore moins vers Tunis, parce que toute cette région-là était presque immédiatement prise par les Espagnols, et donc les Juifs très vite se sont retrouvés uniquement à Oran, et donc ça c'est jusqu'à 1669, où même d'Oran il était expulsé par les Espagnols. Donc plutôt l'Empire ottoman. Et comme j'ai parlé lorsque j'ai présenté j'ai fait ma présentation sur l'Italie, clairement à Rome, à Naples, mais surtout pas à Livourne qui est dessiné ici. À l'époque, à Livourne, il n'y avait pas de Juifs encore. Ça, c'est bien plus tard, dans une centaine d'années plus tard, et c'était plutôt
portugais, des juifs portugais, donc ex-Maran, qui arrivaient ici. Donc, mais ce qui est important sur cette carte, c'est globalement, les directions sont, on va dire qu'elles sont bien dessinées. Et qu'est-ce qu'on peut... donc là, c'est une carte que j'ai, comme je dis, je l'ai prise sur Internet qui est issue d'un ouvrage de vulgarisation. Donc, si on regarde des ouvrages scientifiques, qu'est-ce qu'on peut constater? Parce que bien sûr, il n'y a pratiquement pas de données directes qui indiqueraient les dates, quand est-ce que c'était certaines familles, ou quel est le nombre de familles qui sont arrivées à telle ou telle époque, de telle ou telle ville, ou vers telle ou telle ville. Donc, qu'est-ce qui est vraiment connu du point de vue historiographique? On va le voir juste après, mais même sans connaître les détails par rapport aux arrivées des séfarades, si on regarde juste les noms des juifs qui étaient utilisés, des noms des juifs qui habitaient sur le territoire de l'Empire ottoman, même au XXe siècle, au début du XXe siècle, la liste est bien flagrante. Donc, on retrouve tous ces prénoms, et ça, ce sont parmi les prénoms les plus courants pour les Juifs qui habitaient soit sur le territoire de la Turquie moderne ou sur le territoire de la Grèce moderne ou Bulgarie. Donc, les prénoms comme Allegra, Diamante, Donna, Estrella, Flor, Grazia, Luna, Mercada, Oro, Palomba, Perla, Reina, Señora, Sol, Vida. Donc là, quand on regarde cette liste des prénoms féminins, elle laisse peu de doute sur l'importance de la composante séfarade dans la vie culturelle et donc dans la démographie des communautés qui existaient au début du XXe siècle en Empire ottoman. Donc, bien sûr, tous ces prénoms sont d'origine espagnole. Dans certains cas, c'est des prénoms, en tout cas, d'origine ibérique, parce que, par exemple, Palombe, c'est une variante plutôt régionale. Mais globalement, donc, c'est surtout avec les prénoms des femmes qu'on peut voir les origines d'une communauté. Parce que pour les prénoms des hommes, la plupart des prénoms sont donc des prénoms bibliques, et les prénoms bibliques, bien sûr, ils cachent l'origine des ancêtres. Mais les prénoms féminins, qui sont en plus transmis souvent d'une génération à une autre, donc ils témoignent bien des origines séfarades, des très nombreux juifs ottomans. Et puis, si on regarde les noms de famille, il y a aussi peu de doutes, parce que là, j'ai sorti juste un échantillon et j'ai juste pris mon fichier pour ça. J'ai regardé juste Salonique et puis j'ai noté quelques noms qu'on retrouve à Salonique, mais c'est les mêmes qu'on retrouve à Constantinople. C'est pratiquement les mêmes qu'on retrouvait à Sofia, à Belgrade, à Sarajevo, etc. Donc, les noms qui sont parfaitement connus dans l'histoire séfarade, tous ces noms comme Abravanel, Abulafia, Adroc, Almosnino, Aderet, Albocher, Alfandari, Aladjem, Alcalay, Alcolumbre, Amado, Amarillo, Anahori, Ardit, Ardout, ou Arditi, ça c'est une variation, Aruesti ou Aroetsi, Azoubel, tous ces noms et des centaines d'autres sont typiquement séfarades et on les retrouve dans la plupart des communautés de l'Empire ottoman. Donc, c'est bien des noms de famille diagnostiques qui montrent que les ancêtres ont habité sur la péninsule ibérique.
et ce n'est pas des noms qui étaient pris après le départ. Donc, c'est bien des noms qui étaient déjà utilisés avant l'exil. On les retrouve dans les sources médiévales de Castille, d'Aragon, du Portugal. Donc, ces noms, ce sont des noms bien connus. Et puis, la plupart de ces noms, on les retrouve également au Maroc. Pas tous, mais une bonne partie. Et puis, une partie, on retrouve à Rome au début du XVIe siècle. Donc, ce sont des noms, mais nulle part, je pense, ailleurs, donc même ni au Maroc ni à Rome, on ne retrouve pas une telle quantité de noms séfarades, telle proportion. Donc là, j'ai donné juste quelques exemples, un peu en prenant juste ceux qui commencent par la lettre A. Mais sinon, j'aurais pu continuer, donc des centaines de noms de familles. Puis, il y a des traits parfaitement connus qui sont des traits culturels. Donc, le rite religieux principal partout, que ce soit à Salonique, que ce soit à Smyrne, que ce soit à Constantinople, c'est bien le rite séfarade, donc amené par les Juifs exilés de l'Empire, de la péninsule ibérique. Et puis, la langue vernaculaire, la langue de tous les jours, qu'on appelle, ça dépend des linguistes, le plus souvent, le terme le plus courant, c'est judéo-espagnol, mais vous retrouvez dans certains ouvrages, c'est Judesmo, ça c'est par exemple dans le livre de Weinreich, ou Judeo, c'est dans le livre de Birnbaum. Ladino, c'est le nom peut-être le plus couramment utilisé dans des ouvrages non scientifiques. Et puis, les scientifiques, les linguistes scientifiques, certains en tout cas, vont vous dire que, attention, non, ladino, ce n'est pas le bon terme parce que ladino, si, pour être exact, c'est plutôt le langage qui était utilisé pour les traductions mot à mot, toujours à la base de la langue castillane. Mais donc, c'est une autre langue, ce n'est pas la langue vernaculaire, c'est la langue purement écrite utilisée pour les traductions bibliques. Mais ça, c'est dans le sens étroit. Mais dans le sens large, de nombreuses personnes utilisent le mot ladino comme synonyme tout simplement de judéo-espagnol. Et donc, c'est de loin l'idiome quotidien principal des Juifs ottomans. Donc, tous ces éléments-là convergent pour montrer à quel point l'influence des Juifs exilés de la péninsule ibérique était importante dans l'Empire ottoman. Et donc maintenant, là, c'était des éléments en direct, parce que là, j'ai parlé des prénoms qu'on peut constater au 19e, 20e siècle, les noms de famille à la même époque, la langue, tout ça, en fait, ce sont des photos de la culture de l'Empire, des Juifs de l'Empire ottoman qu'on pouvait prendre en quelque sorte au début du XXe siècle. Et donc tout ça, ce sont des témoignages en direct. Maintenant, si on essaie de trouver des témoignages plus directs par rapport à l'arrivée des séfarades dans l'Empire ottoman, à la suite de l'expulsion de la fin du XVe siècle. Donc, les données les plus détaillées qui existent dans la littérature historiographique, ils correspondent aux trois communautés les plus importantes de l'Empire ottoman de cette époque-là, qui étaient Salonique, Andrinople et puis Constantinople. Donc, à cette époque-là, on ne parle pas encore de Smyrne, puisque Smyrne, à cette époque-là, la communauté juive était pratiquement inexistante. Smyrne a commencé à monter, l'importance de Smyrne a commencé à monter au cours du XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle. Alors qu'au XVIe siècle, c'est surtout ces trois communautés qui étaient particulièrement importantes dans l'Empire ottoman par rapport au nombre de juifs et par rapport aux mentions. Alors, référence aux juifs dans les documentations turques. Alors, c'est quoi cette documentation turque? C'est des listes de taxes donc, qui étaient rédigées par les
personnes qui travaillaient pour l'Empire ottoman, donc pour l'État turc, et qui préparaient les listes d'imposition par rapport aux différentes communautés. Et ces listes-là, il était dépouillé par plusieurs historiens et il était publié à la fin du XXe siècle, donc dans les années 90 surtout. Donc l'ouvrage le plus détaillé sur ce sujet, il était écrit par Mark Epstein. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces documents? Tout d'abord, Andrinople. Et comme ce sont des listes d'imposition, généralement, ils ne donnent pas le nombre de personnes, ils donnent des nombres de ménages, donc de familles, on peut considérer. Et puis, ce qui est intéressant dans ces listes, c'est que ce n'est pas des nombres de ménages globalement parlant pour la communauté d'Andrinople, par exemple, mais c'est des nombres de ménages par communauté juive. Et en fait, dans chacune de ces trois grandes villes, les Juifs qui sont arrivés, ils ont fondé des congrégations dont les noms sont bien parlants. Donc, vous voyez, je les ai mis dans l'ordre décroissant de ménages. Donc, à Andrinople, en 1519, la communauté qui était la plus importante, elle s'appelait Communauté de Portugal, avec 45 ménages qui étaient imposés par les Turcs. Ensuite, c'est Espagne, 42. Le troisième, il est peu parlant. Donc, il s'appelle Guérouche. La communauté, elle s'appelle Guérouche. Guérouche veut dire juste exil, mais est-ce que c'est exil? D'où vient cet exil? Donc là, en regardant juste le nom de la communauté, on ne peut pas en déduire. Donc, c'est clair que ce n'est pas des Juifs locaux, ce n'est pas des Romagnotes. Là, on est certain. Mais exil, c'est pour ça que je l'ai mis en couleur particulière. Donc, oui, donc ce que j'utilise ici comme couleur, j'ai mis en bleu les séfarades. J'ai mis en vert ceux qui ne sont pas, où on ne peut pas être certain parce que ce n'est pas flagrant, d'après le nom de la communauté, et puis en rouge ceux qui ne sont pas des séfarades. Donc, vous voyez ensuite, toujours par rapport à Andrianople, il y avait une communauté venue de Catalogne, communauté d'Aragon, communauté qui s'appelait Toledo. Donc, vous voyez, bien sûr, Espagne et Toledo, c'est castillans, ou même, pas sûr, parce qu'Espagne, ça pourrait inclure aussi bien des castillans que des aragonais. Donc, en tout cas, ce qui est sûr et certain, quand on regarde les noms de ces communautés, la grande majorité des Juifs qui habitaient à cette période-là à Andrinople, c'était bien des séfarades. Il n'y a pas de doute. Vous voyez en bas de la liste la communauté qui s'appelait Alma. Donc, en turc, ça veut dire la même chose qu'en français. C'est des juifs ashkénazes, tout simplement. Donc, juifs germaniques, donc c'est des juifs ashkénazes. Mais c'était de loin la communauté la plus petite. Et au milieu, il y a une communauté que Epstein, dans ses extractions, puisque les sources sont turques, et les sources sont turques, et les Turcs, à l'époque, étaient bien sûr écrits avec des caractères arabes. Donc, dans l'ouvrage de Epstein, il a mis Poléa. Mais en fait, en arabe, c'est comme en hébreu, on ne peut pas savoir si c'est O ou c'est OU. Et donc, en arabe standard, il n'y a même pas de O. Donc, en regardant les autres listes, pour moi, il n'y a pas de doute. C'est bien Pouléa, et donc c'est bien les Pouilles. Donc, c'est une communauté qui était fondée par des Juifs qui ont immigré de la région de Pouille. Donc, ça, c'est le sud-est d'Italie. Donc, ça, c'est au niveau de Talon par rapport à la péninsule ibérique, si on le voit comme une botte. Ensuite, donc ça, c'est Andrinople. Salonique.
Donc, si on regarde, c'est toujours le même type de source, 1530, donc c'est trentaine d'années après, plus de 30 ans après l'expulsion. Donc là, j'ai mis à gauche toutes les, c'est toujours le nombre de ménages. Donc les communautés qui sont, d'après leur nom, issues de la péninsule ibérique, Aragon, Catalan, Lisbonne, Castillan, Évora, Portugal, Espagne, Saragosse, donc à Aragon, et juste Chalon, c'est pas bien sûr flagrant, mais en regardant des données sur cette même communauté dans les sources qui apparaissent plus tard, et en regardant les noms des personnes qui appartenaient à cette communauté, pour moi, il n'y a pas de doute, c'est bien une société qui était fondée par des Juifs venus d'Espagne. Et puis, à côté, regardez bien, la communauté, en fait, ce n'est pas la communauté, c'est les communautés, parce qu'en fait, souvent, les Juifs qui fondaient des communautés locales, ils fondaient une communauté, après, avec des problèmes de certaines personnalités, ou pour d'autres raisons, il y avait des schismes. Donc, par exemple, la communauté sicilienne n'était pas unique. Il y avait, d'abord, elle était unique, ensuite, il avait une scission, et en fait, il y avait une nouvelle Sicile, vieille Sicile, etc. Et c'était vrai pour la plupart des autres. Mais donc, pour nous, ce qui est important, c'est j'ai cumulé dans la partie sicilienne toutes les communautés qui correspondent à Sicile. Vous voyez qu'en fait, le nombre de familles appartenant à des communautés siciliennes était plus grand que le nombre de n'importe quelle autre communauté présente à cette époque-là à Salonique. Deuxième, dans cette liste à droite, Gerouche Calabria. Donc ça, c'est Calabre. Donc ça, c'est le sud-ouest de la péninsule, de la péninsule italienne. Puglia de nouveau, donc les Pouilles. Après, société qui s'appelle Midrash, j'ai essayé de trouver, je n'ai pas, après elle est disparue, donc je ne sais pas comment l'interpréter, à quoi elle correspond. Etzheim, d'après le nom, l'arbre de vie, on ne peut rien dire, mais si on regarde l'histoire, et si on regarde les sources historiques, on retrouve que c'est une communauté romagnote. Donc, c'est bien une communauté la plus ancienne qui existait à Salonique, même avant l'arrivée des autres. Donc, elle était encore assez bien peuplée. Et la communauté ashkénaze était aussi assez bien représentée à l'époque. En plus de sa communauté qui s'appelait communauté Talian, donc bon, j'ai ajouté le i pour que ça soit plus parlant, donc Talian, c'est bien venant d'Italie, et Otranto, c'est une partie des Juifs qui sont venus de Pouilly, parce que Otranto, c'est une ville dans les Pouilles. Et à la fin de cette liste, vous voyez aussi, non, ce n'est pas à la fin, à la fin, vous voyez encore deux communautés qui étaient bien présentes déjà en 1530, qui étaient minoritaires par rapport aux autres, mais quand même, ce n'est pas juste 2-3 familles, c'est bien des dizaines de familles, communauté provençale, avec les Juifs dont les ancêtres ont vécu dans le sud de la France, et Mograbi, donc communauté déjà fondée par des Juifs qui sont arrivés à Salonique, déjà à cette époque-là du Maghreb. Donc, on voit que si à Andréanople, il n'y a pas de doute sur l'importance majeure des Juifs séfarades, à Salonique, qui est généralement considérée comme une ville séfarade par excellence, ces données-là, qui viennent de 1530, montrent qu'il faut voir ça avec
Si on regarde avec plus de détails, ce n'est pas si séfarade que ça. Et puis maintenant, la capitale, Constantinople. Pour Constantinople, il y a bien des données sur les nouvelles communautés qui étaient toujours pour l'imposition 1603. Voilà les communautés les plus importantes dont les noms clairement indiquent qu'il s'agit des Juifs récemment, donc Juifs qui étaient fondés par des Juifs séfarades, donc Portugal, Shalom à Aragon, Senora, Cordova, Catalan. Et alors ça, c'est une communauté très intéressante, curieuse. Ce n'est pas une vraie communauté, c'est les descendants de la famille Ramon. Alors pourquoi les listés à part? Parce que ça, c'était la famille des médecins des sultans. Et il était listé à part, pas parce qu'ils étaient une communauté à part, c'est tout simplement parce que vis-à-vis de l'imposition, il était à part, il n'était pas imposé à cause de rôle que leurs membres ont joué en tant que médecins des sultans. Et puis, à côté de ça, donc on est bien en 1603, ça c'est toujours des nouvelles communautés, donc celles qui n'existaient pas avant quelques décennies, en fait, qui n'existaient pas en tout cas au début du XVIe siècle. Donc Guérouche, ça, encore une fois, on ne sait pas, donc c'est clair que ce n'est pas des juifs locaux, mais d'où ils viennent, on ne sait pas. Il y a bien des juifs siciliens. Messina, c'est encore une fois une branche des juifs siciliens. Il y a quelques juifs ashkénazes, d'ailleurs ashkénazes allemands, donc venant d'Allemagne ou de territoire tchèque ou Pologne. Et puis il y a Madjar, Boudoun. Là, il n'y a pas de doute d'où ils viennent. C'est bien, ils sont venus à Constantinople, dans la capitale de l'Empire ottoman, à l'époque où la capitale de la Hongrie, Bouda, faisait partie, donc où la Hongrie, d'une manière générale, faisait partie de l'Empire ottoman, et donc Madjar, Boudoun, donc ça, c'est des juifs ashkénazes de la Hongrie. Et puis Calabre, aussi une communauté assez importante. Donc ça, donc ce qui est important, c'est de voir que ça, ce sont des nouvelles communautés, et nouvelles vis-à-vis de l'imposition, alors qu'il y avait toujours des communautés anciennes. Et donc, regardez bien ces chiffres. Dans les anciennes communautés qui étaient là avant l'arrivée de Séfarades, avant l'arrivée des Juifs du sud d'Italie, donc siciliens, de Pouille, de Calabre, il y a toujours, donc les Romagnotes, à cette époque-là, 1603, représentent de loin la majorité des Juifs de Constantinople. En plus, il y avait 70 ménages karaïtes qui, bien sûr, étaient aussi des Juifs locaux. Donc, il était distingué par rapport aux rabbinites qui étaient tous les autres. Donc, mais vous voyez bien, au niveau de proportion, à quel point la communauté romagnote à cette époque-là était encore bien dominante du point de vue démographique dans la capitale. Ce qui n'est pas étonnant, comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des Juifs romagnotes étaient tout simplement rassemblés après la prise de Constantinople dans cette ville. Et c'est pour ça que 150 ans plus tard, il était toujours bien majoritaire. Donc, juste pour illustrer donc j'ai déjà parlé des régions d'où les Juifs sont venus, donc en plus des Juifs séfarades. Donc en 1493, elle a eu une expulsion des Juifs de Sicile. Sicile, à cette époque-là, faisait partie de la couronne d'Aragon, donc c'est la même expulsion que celle pour les Juifs d'Espagne, sauf que, bon, comme c'est un peu plus éloigné,
l'expulsion elle-même n'a pas eu lieu en 1492, mais plutôt en 1493. Donc, de très nombreux Juifs de Sicile sont partis à l'est, direction de l'Empire ottoman. Ensuite, le royaume de Naples, qui à cette époque-là incluait aussi bien la Calabre que les Pouilles et que la région, donc Campania, donc la région de Naples. Les expulsions il y a eu plusieurs expulsions, donc en 1510, expulsion partielle, et en 1541, expulsion totale. Et donc la grande majorité des Juifs qui habitaient sur cette région-là, soit en 1510, soit en 1541, de nouveau, ils sont partis à l'est, direction Empire ottoman. Et puis ensuite, au cours du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait de nombreux Juifs italiens d'origine hétérogène qui partaient dans la direction qui migraient vers l'Empire ottoman, que ça soit de Venise. Et donc, si Venise, ça c'était des Juifs, soit des Juifs ashkénazes, soit des Juifs portugais, donc ex-Maran, des très nombreux Juifs pas très nombreux, des nombreuses familles de Livourne qui étaient on peut dire le hub des communautés séfarades de cette période-là, ont aussi également émigré vers l'Empire ottoman. Et puis quand en 1569, il y avait une expulsion de Juifs des États pontificaux, dans cette année-là, les Juifs étaient autorisés de rester juste dans deux communautés, à Rome et à Ancône. Et donc, c'est pour ça que de nombreux Juifs d'autres régions, d'autres villes de cette même région sont aussi partis vers l'Empire ottoman. Donc, comment on retrouve les traces de tous ces Juifs qui étaient expulsés ou qui sont partis eux-mêmes de différentes régions autres que les Juifs séfarades? Donc, j'ai regardé par rapport à la liste des Juifs qui habitaient à Salonique, surtout. Donc là, vous voyez des exemples des Juifs dont les noms indiquent explicitement qu'ils sont soit explicitement, soit d'une manière... Taranto, c'est vraiment explicite puisque c'est une ville dans les Pouilles. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce nom, c'est qu'on ne le retrouve pas dans les sources de Pouilles. Donc, il est tout à fait possible que la famille a pris ce nom en arrivant déjà en Empire ottoman. Par contre, Varsano ou Trinki ou Kodut, ça c'est bien des noms qui existaient déjà sur le territoire italien avant l'immigration. Mais Mitrani, c'est comme Taranto. Donc Mitrani veut dire juste en hébreu de la ville de Trani, et donc ce n'est pas un nom qui existait à l'époque. Il n'existait pas en Italie, il était pris déjà par les migrés juifs qui sont arrivés en Empire ottoman. Quelques exemples en provenance de Calabre. Le nom Calabrese, il est explicite, donc les Juifs venant de Calabre, mais d'autres, c'est plus des noms que j'ai retrouvés déjà dans les sources de Calabre avant l'expulsion. Donc Geraci, Notrica, Polastro, Rossano, ce sont des noms qui existaient déjà en Italie avant l'émigration, et donc les Juifs qui ont émigré de Calabre, ils ont gardé ces noms, et donc c'est bien des noms qu'on retrouvait encore au début du XXe siècle. Campanie, peu de noms, mais il y a quand même quelques noms assez célèbres et assez, parce que les familles étaient assez prolifiques, comme Matalon, Capo, Capuano, Tiano. Sicile, vous voyez quelques exemples. Cimino, Talvi ou Talbi, Surmani, Shaki, Augustari, Messina, Adato, Miglioni, Modica. Donc ça, ce sont des noms qui existaient en Sicile bien avant déjà l'expulsion. Et donc, après l'expulsion, les Juifs, les membres de ces familles ont gardé ces noms et ils ont survécu jusqu'au XXe siècle. À Salonique, à Smyrne, à Andréanople, à Constantinople. Et puis, il y a un nom Russo,
Rousseau, qui est très courant chez les Juifs ottomans. Et quand on le voit, on ne sait pas d'où il vient, parce que la seule chose dont on est sûr, c'est que c'est des Juifs du sud d'Italie. Mais est-ce qu'ils viennent de Pouille? Est-ce qu'ils viennent de Calabre? Est-ce qu'ils viennent de Sicile? Ça, on ne peut pas savoir. Parce que c'est tout simplement, ça veut dire roue en italien du sud. Et donc, dans toutes ces régions, c'est comme, si vous voulez, donc le nom le plus courant en Italie, c'est Rossi. Le roux, je parle bien des juifs, pas des juifs, des catholiques. Mais chez les juifs, Rossi aussi, c'est un nom assez courant. Mais pour le sud, c'est Russo. Et donc là, c'est le roux. Et la famille était, bien sûr, elle n'a rien à voir avec la Russie, comme c'est écrit dans certaines sources plutôt pas scientifiques. Donc c'est des familles, c'est pas une famille, de Calabre, de Pouille ou de Sicile qui sont arrivées et qui sont arrivées avec leur nom jusqu'à l'Empire ottoman. Et puis après, on connaît aussi des représentants de cette famille en France qui peuvent s'écrire comme Jean-Jacques Rousseau, de la même manière, donc à la manière française. Et puis, il y a de nombreux noms d'Italie centrale. Donc ça, c'est des Juifs qui sont venus aux époques différentes, soit au XVIe siècle, soit plus tard en tant que représentants, en fait, les Juifs qui arrivaient d'Italie, comme je dis, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, pouvaient, en arrivant en Empire ottoman, souvent ils s'inscrivaient auprès des consulats de différents pays européens, et la plupart d'eux venaient d'Italie. Et le nom que était donné à ces juifs par les juifs ottomans de cette époque-là, c'était les Francos. Donc ça, c'est vraiment des juifs, dans la grande majorité, les Francos, c'était les juifs venant d'Italie, peu importe leur origine, en fait, parce qu'ici, vous voyez des juifs vraiment italiens comme Fano, Finze, Modiano, ça c'est Modigliano qui est devenu Modiano en Empire ottoman déjà, donc le L était perdu. Recanati, Sonnino, ça ce sont des familles des juifs italiens qui sont arrivés de l'Italie centrale et différentes époques entre 16e, 18e, 19e siècle vers l'Empire ottoman. Mais on retrouve aussi des noms des juifs d'Italie du Nord, comme Cesana, Luzzato, Morpurgo, Soncino, Venezia. La grande majorité de ces noms sont des noms des juifs ashkénazes. Mais à l'origine, ashkénazes, bien sûr, qui ensuite était, si une famille parmi celles-ci rejoignait une communauté comme Livourne, bien sûr, progressivement, il n'y avait que le nom qui indiquait les origines ashkénazes, mais sinon la famille devenait totalement séphardisée du point de vue de rite, du point de vue de la langue, utilisée du point de vue de traditions culturelles, mais le nom montre souvent quand même des origines des ancêtres éloignés qui étaient des juifs ashkénazes. Puis quelques noms d'origine française. Vous voyez bien, provençal, il est bien parlant. Sarfati, évidemment, c'est très parlant. Sauf que quand on voit un Sarfati, on ne sait pas est-ce qu'il est venu en Empire ottoman de France, ce qui serait plutôt exceptionnel, parce que Sarfati veut plutôt dire juif de France du Nord, et en 1380, au moment de l'expulsion de juifs de France du Nord, à la fin du XIVe siècle, il n'y avait pas de départ vers l'Empire ottoman. Donc c'est plutôt par des voies, par des nombreuses étapes intermédiaires, par exemple par le Maroc, Algérie, Tunisie, vers l'Empire ottoman, ou par exemple un rabbin célèbre du XVIe siècle qui a invité des juifs qui habitaient en Adrianople et qui a invité les juifs de différents pays à venir s'installer en Empire ottoman. Il s'appelait Sarfati et il était considéré comme ashkénaze. Donc, en fait, le nom indique juste l'origine lointaine,
mais après les porteurs de ce nom, ils devenaient des membres des communautés différentes. Treves, encore une fois, c'est une famille de grands rabbins de France au moment de l'expulsion à la fin du XIVe siècle, mais la plupart sont venus par l'intermédiaire d'Italie. Et puis Perpignan, Lattes, ça c'est des juifs du sud de la France, et Harari ou Bedresi, ça ce sont des traces des juifs de Montpellier et de Béziers. Donc Béziers, Bedresi et Harari, donc ça c'est la traduction de Har comme montagne. Donc Montpellier, la famille est arrivée aussi d'une manière indirecte en Empire ottoman, surtout à Salonique. Et puis de Salonique, cette famille avait de nombreux rabbins et un de ces rabbins, par exemple, a donné, il est arrivé de Salonique vers Alep, et au début du XXe siècle, le nom Harari était particulièrement répandu à Alep, mais tous ces gens-là étaient descendants de ce rabbin qui est venu de Salonique. Qu'est-ce qu'on voit par rapport aux traces de romagnote? Alors, c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? C'est qu'au moment d'arrivée de juifs séfarades ou juifs d'Italie du Sud, la grande majorité, 99%, en fait pratiquement tous des juifs romagnotes n'avaient pas de nom de famille. Et donc, en conséquence, on ne peut pas trouver les traces des juifs romagnotes en regardant leur nom de famille. Et puis, plus que ça, en fait, non seulement ils n'avaient pas les noms de famille à cette époque-là, dans la plupart des cas, pendant des générations suivantes, ils n'ont jamais pris des noms de famille parce que ça ne faisait pas partie de leur habitude culturelle. Et puis, les non-juifs qui habitaient sur le même territoire, c'est-à-dire que ce soit les musulmans, donc les Turcs, n'avaient pas de nom de famille, que ce soit des chrétiens comme des Bulgares, des Grecs, n'avaient pas de nom de famille non plus. Donc, en fait, rien ne les stimulait de prendre des noms de famille. Et donc, pendant de nombreuses générations, les Juifs romagnotes et leurs descendants ils ont vécu sans nom de famille, et ça rend difficile de retrouver les traces. On a quelques traces dans l'historiographie. Par exemple, il y a une source rabbinique qui parle de Patras. Patras, c'est la communauté la plus importante en Péloponnèse à cette époque-là, au XVIe siècle. Et à cette époque-là, il y avait 4 communautés juives dans cette ville, 2 siciliennes, une séfarade, une romagnote encore à cette époque-là. À Constantinople, on sait que vers 1660, il y a eu une fusion totale entre les séfarades et les romagnotes. À partir de cette époque-là, il n'y a plus de communauté dite romagnote. Ces membres de ces communautés, ils ont fusionné et ils ont adopté non seulement les rites religieux, mais même la langue judéo-espagnole. Et donc, à partir de cette époque-là, Constantinople devient une ville, pour l'histoire juive, séfarade, du point de vue culturel, langue et rite. Alors, quand on parle de romagnote aujourd'hui, souvent, on mentionne le fait que même au début du XXe siècle, pendant la première moitié du XXe siècle, il y avait des communautés à Ioannina, à Arta, à Chalkis. Il y avait des Juifs qui étaient hellénophones. Est-ce que ça veut dire que c'était des descendants de romagnotes? Très souvent, ce raccourci est fait. En fait, quand on voit que les Juifs, au début du XXe siècle, ils parlaient grec, et en fait, c'est même plus que ça. C'est non seulement qu'ils parlaient le grec dans leur vie quotidienne, leur rite religieux n'était pas le rite séfarade. Leur rite religieux, surtout à Ioannina, a été un rite plus issu, donc hérité des Juifs romagnotes. Et donc, c'est comme ça que ça a survécu jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, c'est l'unique communauté romagnote dans le monde
d'aujourd'hui, donc du point de vue rite, c'est à New York. Elle était fondée par des descendants des émigrés, des juifs grecs qui ont émigré pendant la première moitié du XXe siècle à New York. Et donc, il continue encore, la communauté existe toujours. Mais de ça, dire que les gens, les juifs qui habitaient dans ces communautés, c'est justement les vrais descendants de romagnotes, c'est vraiment un raccourci. Parce que lorsque je regardais les noms de familles de juifs qui habitaient en XXe siècle à Ioannina et Arta, il y a de nombreux noms d'origine séfarade. Il y a de nombreux noms d'origine d'Italie du Sud. Donc, en fait, le fait que ces communautés pratiquaient le rite romagnote et qu'il était hellénophone, c'est juste, ça veut dire qu'il y avait plusieurs communautés. Et puis, du point de vue culturel, à un certain moment, il y a eu une fusion. Et donc, exactement comme à Constantinople, il y a eu une fusion entre les différents juifs d'origine différente et tout le monde a adopté la culture, la langue des juifs séfarades. De la même manière, à Ioannina, à Arta, il y a eu à un certain moment une fusion et les juifs d'origine différente, que ce soit séfarades, que ce soit du sud d'Italie, que ce soit des descendants de romagnotes, ont fusionné en adoptant la culture. Donc la culture dominante est restée romagnote. Il y a quelques noms qui indiquent, qui sont typiques pour les juifs et qui existent. Ce n'est pas des noms qui étaient pris au 19e ou 20e siècle, c'est des noms qui existent depuis des siècles. Bien sûr, Kapsali, que j'ai mentionné au tout début. Il y a quelques autres noms comme Kalomici, Galimidi, Polici, donc ça vient du grec polis, donc c'est ça, typiquement pour les ressortissants de n'importe quelle ville grecque qui se termine par polis, donc ça peut être surtout Constantinople, mais ça peut être Adrianople aussi, Rodici. Donc, mais il y en a très très peu. Et d'ailleurs, et donc il y en a très très peu. Pourquoi? Juste parce qu'il n'y avait pas de nom de famille. Donc la plupart des juifs, donc c'est pour ça que quand on voit au XXe siècle de nombreux juifs qui portent des noms qui coïncident avec les prénoms juifs, comme Mordechai, Moshe, Menashe, David, ou éventuellement avec Ben David. Ça, ce sont des noms qui étaient très courants dans les différentes villes de l'Empire ottoman au début du XXe siècle, pendant la première moitié du XXe siècle. Et pour ces gens-là, en regardant les noms, on ne peut rien dire. Les noms ne permettent pas de comprendre quel était leur ancêtre. Donc, les noms juste viennent de prénoms juifs. Mais est-ce que ce sont des séfarades? Oui, une partie certainement, parce que les séfarades aussi utilisaient des noms de famille avant l'expulsion qui étaient basés sur les prénoms, mais pas que, certainement. Donc, il y avait de nombreux juifs d'origine italienne qui ont pris aussi ces noms qui étaient basés sur les prénoms et les nombreux juifs dont les ancêtres étaient romagnotes qui ont pris ces noms à la fin du 19e, début 20e siècle. Et d'ailleurs, pourquoi il y a peu, donc vous avez vu qu'il y avait les quantités, les données quantitatives par rapport au nombre de ménages pour les juifs d'Italie étaient bien impressionnantes, mais en même temps, le nombre de noms de famille qui viennent clairement d'Italie, du sud d'Italie, est nettement moins important. C'est que la plupart des juifs de Calabre, de Pouille, quand ils ont émigré en Empire ottoman, ils n'avaient pas encore de nom de famille. Et donc, ils ont pris les noms de famille bien plus tard, des siècles, voire plus tard, en Empire ottoman. Donc, d'après les noms, on ne peut suivre des traces que de quelques familles de Sicile, de quelques familles de Calabre, quelques familles de Pouille, mais pas de la majorité. Alors, le seul nom qui me paraît être parmi les noms courants, particulièrement révélateur de noms des origines d'une partie des ancêtres, que c'était les Romagnotes, je pense que c'est le nom Béchar. Et le nom Béchar, il est très particulier. En fait, et je termine avec ça, en quoi il est particulier? C'est que il n'y a pas de juif nommé Béchar jusqu'à la fin du 19e siècle. Aucun. Et puis, au début du XXe siècle, ou même à la fin du XIXe siècle, quand on regarde les différentes sources
des Juifs qui sont arrivés à Vienne, des Juifs de l'Empire ottoman qui sont arrivés à Vienne, qui sont arrivés en France, par exemple dans le livre de Philippe Danan sur les Juifs qui étaient en France déjà en 1914, donc là il y a déjà de nombreux Béchar, ou dans le annuaire de commerce oriental, on retrouve déjà, donc ça c'est la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on retrouve de nombreux Béchar. Et si je regarde la liste des noms de famille les plus courants à Constantinople, à Istanbul, je veux dire déjà, donc parce que c'est 20e siècle, Béchar est le 3e nom après Cohen et Lévi. Donc, qu'est-ce que c'est Béchar? En fait, Béchar, c'est un nom qui était donné à cette période-là, inscrit juste par... il vient d'une abréviation qui veut dire Ben Kavod Rabbi, donc fils de monsieur. Et en fait, c'était un préfixe avant les prénoms et c'était utilisé par des personnes qui n'avaient pas de nom de famille. Et au moment quand il fallait mettre des noms de famille, de nombreux juifs étaient inscrits avec ce nom. Et donc, comme ça, pour le XXe siècle, le nom est devenu extrêmement courant. Donc, je n'ai pas malheureusement le temps de vous expliquer, de vous dire plus sur ce nom. J'ai écrit un article que j'espère va être publié dans la revue des études juives d'une 15aine de pages sur ce nom, par rapport aux différentes théories sur est-ce que ça vient de la ville de Béchar ou ça vient d'une racine verbale hébraïque. Donc tout ça, c'est absolument faux. Donc ça vient vraiment de Ben Kavod Rabbi. Et donc c'est un nom très récent qui est devenu l'un des noms les plus courants de l'Empire ottoman. Merci pour votre attention.